Merci à l'école de formation professionnelle à l'hypnose, mon partenaire sur cette vidéo, qui vous propose un cours gratuit de 30 minutes pour découvrir comment devenir un hypnothérapeute professionnel et qui vit de son activité. Trop souvent, les hypnothérapeutes ne sont formés qu'à reproduire des techniques sans trop se poser de questions, reproduisant pour une problématique spécifique une technique spécifique. C'est ce que l'on appelle l'hypnose moderne, une hypnose qui se concentre sur les techniques et les protocoles. L'école de formation professionnelle à l'hypnose, avec Thibaut Goutier, propose une approche différente, dite gestaltiste, qui cherche à redonner à l'hypnose son sens humaniste. En effet, l'enjeu est de reconnecter l'hypnothérapeute à son rôle d'accompagnant, loin d'une machine à mettre en transe ou d'une machine à exécuter des techniques. Plus que la technique hypnotique, c'est l'accompagnement qui compte et la relation avec l'autre. Alors si vous souhaitez vous former à cette hypnose et découvrir le programme ou tout simplement poser des questions, vous pouvez bénéficier d'un cours de 30 minutes et d'un appel gratuit à réserver via le lien disponible sous la vidéo dans la description. Et maintenant, place à l'interview. Pascal, tu es docteur en psychologie cognitive. Tu as consacré 10 années à la recherche et à l'enseignement des neurosciences aux États-Unis. Et aujourd'hui, tu accompagnes des personnes à haut potentiel, intellectuel, sensible et émotionnel. Tu es également l'auteur du livre Au cœur des cerveaux haut potentiel et hypersensibles aux éditions Le Duc. Dans cet entretien, tu vas nous expliquer comment fonctionnent les cerveaux de ces personnes, quels sont leurs besoins et comment y répondre. Dans une première partie, nous allons nous intéresser aux personnes à haut potentiel intellectuel, puis, dans une seconde, aux personnes à haute sensibilité. Alors, pour commencer, comment fonctionnent les cerveaux des personnes à haut potentiel intellectuel? Bonjour Carole. Je suis ravie d'être là déjà avec toi. Merci de cette opportunité de partager ce que je connais des cerveaux au potentiel et hypersensibles. Donc tu me demandais comment fonctionnent les cerveaux des personnes au potentiel intellectuel. Euh, donc on connaît pas mal de choses en fait. C'est un domaine de recherche qui a été exploité, exploré depuis de nombreuses années par toutes les études qui s'intéressent à l'intelligence. Donc pour essayer de faire court, déjà il faut définir ce que c'est que le haut potentiel intellectuel. Donc dans les études scientifiques en neurosciences, on se base principalement sur le QI des personnes en fait. Donc on va essayer de déterminer, on détermine avec les différents tests à disposition le QI des différents participants et on leur demande de faire des différentes tâches, on observe leur cerveau en fonctionnement pendant ces différentes tâches et on compare les performances et ce qui se passe à l'intérieur du cerveau entre les personnes qui ont un QI dans la moyenne et des personnes qui ont un QI qui est supérieur, voire très supérieur à la moyenne. C'est quoi la moyenne? Donc la moyenne, donc ça dépend des tests, mais si on utilise l'échelle pour intelligence de Wechsler pour adultes, la moyenne est à 100 et on va s'en éloigner. Donc d'un écart type, on sera à 115 et deux écarts types, on est à 130. Donc dans pas mal de pays, on choisit 130 pour parler de haut potentiel intellectuel, mais dans d'autres, on va parler de haut potentiel intellectuel à 125. Dans certaines études scientifiques, on met le critère à 120. Donc ce qu'on recherche sont des capacités qui sont nettement supérieures à la moyenne et qui vont concerner, donc ça va concerner, selon où on met le critère, 2,3 à 5% de la population en fait. Donc comment ça marche dans le cerveau de ces personnes-là? Donc on s'est aperçu dans pas mal d'études qu'il y a des différences vraiment observables en termes de matière grise et de matière blanche aussi. Donc la matière grise, ça va être plutôt le corps des neurones qu'on va retrouver dans le cortex, donc c'est la partie supérieure, extérieure plutôt du cerveau, qui recouvre tout le cerveau. Donc dans certaines zones, pas partout dans le cerveau, on s'aperçoit qu'il y a davantage de matière corticale dans le cerveau des personnes qui ont un QI supérieur, donc à la moyenne. On s'aperçoit aussi que les connexions entre les neurones, donc là c'est plus la matière blanche, ces connexions sont plus nombreuses, dans certaines zones aussi, pas forcément partout, qu'elles vont être aussi plus ciblées. On s'aperçoit même dans la structure de cette matière blanche, en particulier dans la myéline. La myéline, c'est ce qui entoure les neurones et qui permet, entre autres, la conductivité de l'influx nerveux. On s'aperçoit que cette myéline est plus dense
est structuré différemment aussi dans les cerveaux HPI. Euh, donc c'est principalement ces différences-là, donc au niveau de la quantité de matière et au niveau de la quantité et du type de connexion qu'on va observer des différences. Et ensuite, au niveau fonctionnel aussi, on s'aperçoit que selon les tâches qu'on est en train de réaliser, ce qu'on est en train de faire en fait, on va avoir plus ou moins d'activité selon qu'on a un cerveau HPI ou pas. Hein. Et en général, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a moins d'activité dans certaines zones dans les cerveaux HPI que dans les cerveaux dans la moyenne quand les tâches sont faciles. Et quand elles sont compliquées, au contraire, on va retrouver plus d'activité dans les cerveaux HPI que dans les cerveaux plus dans la norme. Donc globalement, c'est ça. En quoi il consiste ce fameux test de QI? Qu'est-ce que c'est comme type de question? Combien de temps ça dure? Donc le test de QI, donc la VICE-4 hein, pour les adultes et pour les enfants, on en est à la WISC-5. Ça consiste en une dizaine d'exercices. Hein. Chacun est pensé pour aller mobiliser une capacité cognitive en particulier. Donc on en a dans lequel on va utiliser des mots et là l'idée c'est de mesurer la capacité de compréhension, d'abstraction verbale de la personne. Dans d'autres exercices, on utilise des formes. En général, c'est plus pour mesurer les capacités visuelles et spatiales, voilà, la relation qu'on a avec l'espace, et, comment on arrive à mesurer des distances ou à comprendre des formes. Il y a d'autres exercices avec des formes aussi où on va essayer de mesurer la capacité de logique, de raisonnement déductif, logique de la personne. Et donc, c'est pas que des maths? Pas du tout. C'est l'image que parfois on pourrait en avoir. Non, justement, donc c'est vrai que donc il y a une partie où il y a des maths, c'est plus là pour mesurer la mémoire à très court terme en fait, et la mesure dans quelle mesure tu arrives à jongler avec des informations à très court terme. Donc là, il peut y avoir du calcul mental ou des choses comme ça. Donc on a souvent l'impression que c'est très scolaire finalement. Donc c'est vrai que c'est des exercices qui impliquent des formes, des mots. C'est quand même, ça rappelle l'école. Hein. Mais les capacités qui sont utilisées, c'est des capacités qu'on utilise tous les jours finalement. Hein. Donc il n'y a pas de préparation à avoir, c'est juste être soi-même hein, et pouvoir se situer par rapport à la norme finalement. Et tu expliques dans ton livre qu'il y a alors je crois que c'est ça, des QI hétérogènes et homogènes. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Donc je disais qu'il y a ces différents exercices hein, qu'on va grouper en indices dans le test de QI. Donc un indice de compréhension verbale, un indice de raisonnement au niveau perceptif, donc visuel et spatial, un indice de mémoire de travail, c'est la mémoire à très court terme, et un indice de vitesse de traitement, vitesse d'exécution. Donc ces différents indices, ils vont situer le sujet par rapport à la moyenne. Hein. Et parfois, tous les indices sont au même niveau, en fait. Donc, ça arrive très souvent quand la personne est plus dans la moyenne, qu'elle va se situer dans la moyenne, dans l'ensemble de ses capacités. En revanche, quand on parle de profil HPI, très souvent, il y a certains domaines de capacité qui sont très élevés, qui sont très supérieurs à la moyenne, mais pas forcément tous. Donc, ça veut dire qu'on peut être à 130 en compréhension verbale et en raisonnement perceptif, on sera à 120, par exemple. Et en mémoire de travail, on va être plus à 110 peut-être, et en vitesse à 105. Donc il y a des catégories, des capacités qui vont être plus proches de la moyenne et d'autres qui sont plus au-dessus de la moyenne. Donc dans ce cas-là, on parle d'hétérogénéité dans le QI. Et comment on fait justement la moyenne au final? On fait quand même la moyenne avec le même facteur de pondération, on va dire, pour chaque... Alors, donc le QI total, c'est pas la moyenne des indices, c'est calculé à partir des exercices. Mais ce qu'on dit, c'est que calculer le QI total dans un cas comme ça n'a pas de sens, puisque le QI total, il est censé représenter les capacités globalement de la personne. Donc si on pondère tout ça, puis qu'on sort un chiffre à la fin qui est, je dis n'importe quoi, de 119 par exemple, ça ne prendra pas en compte les capacités très supérieures à la moyenne dans un domaine. Hein. Donc ce ne serait pas juste. Hein. Pas juste dans le sens où ça ne représente pas correctement l'ensemble des capacités. Donc après, c'est un choix du professionnel. Il y en a certains qui ne calculent pas en disant ça n'a pas de sens, donc je ne vous donne pas de chiffre global. Hein. Moi, je sais que ça peut être très frustrant, donc en général, je donne quand même le chiffre, mais en disant que c'est simplement
à titre indicatif, que ce n'est pas représentatif et que ce n'est pas ça qu'il faut regarder forcément, mais plus le détail des chiffres. Hein. Alors justement, quelles sont souvent les caractéristiques dans la personnalité de ces gens qui ont un QI élevé? Donc là, on rentre plus dans une nébuleuse pour moi. Donc en tant que scientifique, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est vraiment de tirer vraiment que ce qu'on peut tirer des tests de QI. Donc en gros, un HPI, c'est des hautes capacités au niveau intellectuel. Hein. Donc les répercussions que ça va avoir dans la vie quotidienne, ça va vraiment être au niveau des capacités intellectuelles. Hein. Après, on peut extrapoler certaines caractéristiques, mais pas tant que ça. Donc pour moi, les répercussions dans la vie quotidienne d'avoir une capacité à... Donc ça veut dire quoi, avoir des hautes capacités intellectuelles déjà? Pour moi, ça veut dire que le cerveau a la capacité à se focaliser sur des informations pertinentes, à les analyser de façon rapide et a priori pertinente aussi, et de produire une réponse qui va être adéquate à la situation. Donc là, c'est dans une situation idéale où un HPI a des bonnes conditions de vie et a vécu une enfance agréable, où tout se passe bien. Ça va lui permettre donc d'être plus efficace finalement dans son traitement de l'information, dans son analyse des informations. Donc ça veut dire que souvent ça se répercute, ça se voit dans une capacité à prendre en compte plein d'informations dans une situation, à faire des liens entre toutes ces informations. C'est comme si tu avais une machine un peu plus puissante finalement, plus performante. Donc tu peux la nourrir avec davantage de matière. Hein. Donc le HPI souvent va arriver à faire des liens, à avoir cette vision globale, hein, à du coup pouvoir faire émerger des solutions parfois auxquelles d'autres n'auront pas pensé, à pouvoir jongler avec plusieurs informations en même temps sur l'instant aussi, à aller vite. Donc tu vois, ça se rapporte tout à des capacités intellectuelles finalement. Après, au niveau personnalité, on peut penser que, effectivement, si on a ces capacités-là et qu'on ne les nourrit pas, on va avoir tendance à s'ennuyer. Mais un HPI qui est nourri, il ne s'ennuie pas. Donc, ce n'est pas une caractéristique intrinsèque du HPI de s'ennuyer, tu vois. Oui. Si on a conscience de ses capacités, qu'on sent que ça va vite, c'est facile, peut avoir des attentes élevées par rapport à soi aussi. Donc c'est ce qu'on retrouve souvent chez les HPI, mais c'est pas forcé que ce soit le cas non plus. Il y a ce besoin cette curiosité aussi, souvent qu'on lie au HPI et qui fait sens par rapport aux capacités. Si je comprends vite, je vais avoir besoin d'informations, d'en avoir plus peut-être qu'une autre personne. Donc oui, il y a la curiosité, le besoin d'être challengé, d'avancer, de comprendre souvent. J'ai vu la question du sens, je trouvais ça intéressant. Donc c'est vrai que pour moi, on peut quand même la relier aux capacités intellectuelles, hein, parce que souvent quand on arrive à faire des liens entre plein de choses, on arrive plus profondément au sens des situations, des informations qu'on recueille. Donc je vois un lien entre le cerveau HPI et un besoin de sens finalement, et qu'on retrouve beaucoup aussi en consultation. Hein. Donc la personne HPI qui va avoir, comme toute autre personne, mais encore plus en fait, besoin que ce qu'elle fait ait du sens, qu'elle comprenne pourquoi finalement. Et ça peut aller plus loin dans le besoin que sa vie ait un sens, finalement son activité ait un sens aussi, ou apporte quelque chose au-delà d'elle-même, hein, à sa communauté ou même plus largement au niveau de la société. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoirement le cas, mais on retrouve souvent ça, effectivement. Et alors justement, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer des personnes HPI qui s'ignorent, on va dire, dans leur quotidien, quand leur quotidien n'est pas adapté à leur capacité, à ce qu'elles sont? Donc là, c'est très juste ce que tu dis, en fait. Donc c'est que la capacité les difficultés de la personne HPI, ça ne vient pas forcément de son HPI, ça peut venir de son interaction avec le milieu.
et d'autres facteurs en elle, parce qu'on n'est pas que des capacités intellectuelles, on est aussi on est des êtres avec des émotions aussi, donc il y a toute l'intelligence émotionnelle, il y a notre histoire de vie, nos maladies physiques et psychiques, il y a tout ça qui vont faire qu'on se sent bien ou pas dans notre milieu. Donc le cerveau HPI, comme on disait, il va avoir des besoins particuliers en lien avec ses caractéristiques. Donc, moi, dans le livre, je fais la distinction entre le besoin de stimulation, le besoin de sens, le besoin de s'affirmer aussi, donc d'affirmer sa différence. Ça, c'est le cas pour n'importe quel type de différence. Donc, un cerveau qui nourrit tous ses besoins, en général, un individu qui nourrit tous ses besoins, il est satisfait. Il y a un cerveau qui baigne dans de la dopamine, tout va bien. À l'inverse, quand les besoins ne sont pas satisfaits, au contraire, ça va provoquer un déséquilibre, des sensations désagréables et activer le système de stress. Et donc, ça veut dire que ça va être le cas quand la personne a l'impression qu'il n'y a pas de sens. Donc, on va retrouver beaucoup de personnes HPI qui sont en burn-out ou en bore-out. Donc, il n'y a plus de sens à leur activité. Bore-out, c'est l'ennui, c'est ça? C'est l'ennui, oui. Je crois qu'il y a même le brown-out. Enfin, il y a plusieurs, voilà, selon le sens, l'ennui ou le trop-plein, l'épuisement, vraiment, le trop de la tâche. Donc, on peut retrouver ce type de difficultés. On peut retrouver des difficultés par rapport à la variété aussi. Donc, soit quelqu'un qui a un environnement qui n'est pas assez varié, qui ne le stimule pas assez, soit quelqu'un qui est un HPI qui s'ignore, comme tu disais, et qui a l'impression de papillonner, d'être toujours à droite à gauche, qui en fait est en train de nourrir son besoin. Il ou elle a besoin d'aller explorer, de découvrir, de changer. Puis une fois qu'il a l'impression d'avoir fait le tour, c'est juste le plaisir d'aller découvrir autre chose. Et ça, vu que c'est pas partagé forcément par tout le monde, ça peut être mal vécu. Parce que l'environnement va nous renvoyer, tu fais pas les choses à fond, arrête de te disperser. Et on peut avoir entendu ça depuis longtemps. Oui, je trouvais ça hyper intéressant parce que tu as aussi fait une conférence TED, et puis j'ai lu des articles. Et tu expliquais ou c'était sur Internet, je sais plus, et tu expliquais qu'une personne HPI, effectivement, est mue par son besoin de comprendre, de découvrir, alors qu'une personne qui ne l'est pas est plus mue par un objectif, on va dire, qui est par exemple un objectif de carrière, quelque chose d'assez linéaire, on va dire vertical, alors que, c'est moi qui l'imagine comme ça, alors qu'un HPI, ça serait peut-être plus horizontal, d'aller apprendre plein de choses. C'est pas du tout la même façon d'envisager sa vie, et effectivement, une personne HPI peut être mal jugée, parce qu'on dit tu vas pas au bout des choses, c'est pas du tout les mêmes fonctionnements en fait. Exactement, c'est pas la même motivation en fait. Il y a un environnement qui peut être très sécurisant pour quelqu'un, pour le HPI ça peut être hyper angoissant parce qu'il n'y a rien qui bouge justement et puis il n'y a pas de perspective d'avenir ou de changement. Donc c'est vrai que c'est une vision du monde qui peut être très très différente. Donc si la personne ne sait pas qu'elle a cette vision-là du monde, elle peut se retrouver coincée et se blâmer en fait, se dire mais je suis pas normale, tout le monde me dit que je devrais être bien dans ce travail alors que je ne le suis pas. Et essayer de se conformer. Donc, c'est souvent ce qu'on va retrouver, c'est des personnes HPI qui vont être, comme on dit, suradaptées finalement, qui vont tenter, mettre toute leur capacité au service de s'adapter et de répondre finalement aux besoins des autres et pas à leurs besoins. Donc, ça impacte tout leur être en fait. Tout à fait. C'est comme je te disais, quand nos besoins ne sont pas nourris, c'est le système de stress qui se met en route dans le corps. Donc, on va avoir des excès de cortisol, on va avoir des répercussions au niveau physique, même au niveau du système inflammatoire. Pardon. On peut en perdre le sommeil, bien sûr. Et au fur et à mesure, le stress peut même impacter la mémoire, la capacité à raisonner, à juger, etc. Qu'est-ce qui déclenche ce stress exactement? La suradaptation? Ou le fait de ne pas pouvoir être qui l'on est en fait?
Enfin, pour moi, c'est un peu pareil. Enfin, de pas pouvoir être qui l'on est fait qu'on va se suradapter. Oui, c'est difficile de différencier les 2 finalement. Mais c'est vraiment le fait de pas répondre à ses besoins sur le plan, physiologique. Et quand je dis besoin, c'est pas juste dormir, manger, hein, c'est, besoin de relations, de développement, d'épanouissement, de reconnaissance et cetera. Donc si on n'est pas nourri dans ces différents, aspects-là, le système enregistre un déséquilibre et on va être dans cet excès de cortisol, hein, si on caricature, hein, d'où le stress et puis après éventuellement la dépression, et cetera. Donc ça peut aller très loin, hein. Et comment un enfant HPI, pareil, qui n'est pas décelé, j'ai lu qu'un enfant HPI peut être en échec scolaire, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Mmh. Donc c'est vrai enfin, surtout dans les médias, on peut avoir tendance à se focaliser sur ces cas-là. Donc avant d'en parler, je veux juste, aussi mentionner qu'en dans la plupart des études, un QI supérieur à la moyenne, un haut potentiel intellectuel, c'est souvent corrélé à une bonne réussite scolaire, hein, et une bonne intégration, une bonne adaptation. Donc ça dépend de plein de facteurs, mais c'est quand même d'avoir les outils pour s'adapter, pour répondre au milieu et trouver son chemin et se sentir bien quand même. Mais c'est vrai que dans certains cas, ça n'arrive pas. Donc on peut retrouver des personnes avec un fort potentiel intellectuel qui sont en échec, dès l'école en fait, hein, ou même après au travail, hein, qui sont tellement, stressées qu'elles peuvent avoir l'impression que ça savent même pas faire une photocopie, hein. Donc il y a plein d'autres choses qui vont venir impacter, hein, et faire que, la personne n'y arrive pas. Donc c'est pas ses capacités intellectuelles qui la mettent en difficulté, bien sûr. C'est plutôt l'incapacité de les exploiter ou de les extérioriser, hein. Et d'ailleurs, je me demandais pourquoi on dit haut potentiel intellectuel. Oui, alors, bah, ça c'est une bonne question. Là, il y a beaucoup de questions sémantiques, autour de ce sujet. C'est très français, très francophone en fait, hein. En anglais, on parle plus de gifted individuals, mais là, ça a le sens qu'ils auraient quelque chose en plus ou c'est comme un cadeau ou un don, hein. En français, on parlait de surdoué avant, qui est plus proche du gifted. Donc le haut potentiel, c'est moins marqué, je dirais, moins connoté en plus. En plus, on dit potentiel, donc est-ce qu'il est exploité, pas exploité? Voilà, donc ça laisse planer le doute, hein. Donc on peut avoir, oui, en fait, peut-être si on peut faire le rapprochement aussi avec le fait d'avoir des capacités. Est-ce que d'avoir toutes ces capacités, ça nous rend intelligents? Donc là, on rentre dans un autre débat finalement, hein. Qu'est-ce que l'intelligence, hein? Parce que je peux avoir capacité à, je sais pas, ben, à additionner des chiffres à l'infini, et puis finalement, ça va m'apporter quoi ou qu'est-ce que j'en fais? Si je reste dans mon salon à additionner des chiffres tout seul, ça va pas me permettre de m'épanouir, ça ne va pas apporter grand-chose aux autres, hein. Mais si si je trouve le contexte qui va me permettre d'utiliser cette capacité et d'en faire quelque chose qui a du sens pour moi et pour les autres, là, ça change tout. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a cette notion de potentiel peut-être. Mais en tout cas, les capacités, a priori, elles sont là, Elles sont quoi. là. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de personnes qui ont ces capacités intellectuelles supérieures en France, dans le monde? Donc si on se base sur le test de QI pour mesurer ces capacités, on voit que les capacités suivent toujours cette courbe normale, là, la courbe de Gauss, tu vois, qui a cette forme-là, où la majorité se retrouve dans la moyenne, hein, et on a donc dans les queues de la distribution, donc les gens qui ont peu de capacités intellectuelles et ceux qui en ont beaucoup par rapport à la norme, hein. Et donc, si on est à 130, ça concerne seulement 2,3 ou je ne me rappelle jamais, 2,3% de la population. Si on est à 125, c'est 5% de la population. Donc c'est une petite portion de la population, mais ça représente quand même effectivement une réalité. Et ma dernière question sur ce sujet, est-ce qu'on a une idée d'où viennent ces capacités? Est-ce qu'il y a un facteur génétique? Et puis une question que je me posais aussi, vu qu'on s'adapte généralement à l'environnement dans lequel on est, surtout petit, est-ce que ces personnes n'ont pas développé aussi leur intellect beaucoup plus
pour s'adapter à une situation qui n'avait pas de sens peut-être et qu'elles ont essayé de comprendre en plus que de ressentir. Est-ce que ça peut être comme ça, une espèce d'adaptation dans l'enfance qui a créé une façon d'être un peu différente? Donc, d'après les études scientifiques, donc il y a une part génétique, effectivement, dans le potentiel intellectuel d'une personne. Donc, il y a des études sur les jumeaux qui ont été faites, par exemple, des jumeaux qui ont le même patrimoine génétique. Donc, ça permet de voir si tu les changes de milieu, qu'est-ce qui reste finalement, etc. Donc, il y aurait une bonne partie intellectuelle, mais qui peut être totalement influencée par le milieu, en fait. Une bonne partie génétique, je veux dire, mais qui peut être totalement influencée par le milieu. Donc, si on a une personne dont les parents ont un fort potentiel intellectuel aussi, hein, donc c'est très probable qu'elle ait aussi ces capacités-là. Mais si on la met dans un milieu où elle ne sera pas du tout stimulée, ou un milieu dans lequel l'intelligence, c'est vraiment pas quelque chose de valorisé, ou au contraire, ça peut être ridiculisé, dans ce cas-là, elle ne va pas du tout extérioriser ou utiliser ses capacités. Hein. Comme on sait dans le cerveau, hein, moins on utilise certaines capacités, moins elles sont disponibles finalement. Donc, ça peut s'atrophier quelque part ou... Ça pourrait, disons, ça pourrait devenir dormant peut-être, hein. Pas se perdre totalement, mais on pourrait effectivement perdre beaucoup de points de QI, hein, selon le milieu où on a évolué. Donc il y a vraiment cette interaction, comme souvent dans plein de domaines, entre l'inné et l'acquis, hein, le grand débat, hein, entre son bagage génétique et le milieu dans lequel on va évoluer. Donc après, il y avait une partie de ta question aussi sur est-ce qu'on peut développer des capacités intellectuelles? Donc bien sûr, si on prend je sais pas, un étudiant qui vient de finir ses examens, a priori, s'il a révisé, etc., il a développé d'une certaine façon sa mémoire. Hein. Donc si on le reprend 6 mois plus tard, ou même à la fin de l'été, hein, ce sera peut-être différent pour lui. Hein. Donc on peut toujours augmenter ses capacités dans n'importe quel domaine si on s'exerce. Hein. Il y a pas mal d'études là-dedans. Avant, j'étais aussi dans le brain fitness. Hein. Mais en général, on revient à sa moyenne propre. Hein. C'est un peu comme si tu vas au gym, tu fais des biceps, tu vas prendre des biceps, si tu fais rien pendant quelques mois, bah, tu vas reperdre et tu vas revenir à ta base. Quoi. Donc on peut effectivement influencer ou acquérir des capacités intellectuelles, les booster. Mais il y a une base physique, on va dire physiologique du cerveau qui doit quand même être là pour être dans ses hauts potentiels? Oui, je pense. Pour moi, il y a vraiment, on est avec un potentiel justement qu'on va pouvoir exploiter ou pas selon le milieu, et qui est assez stable. Hein. En général, le QI reste assez stable au cours de la vie, à moins de choses vraiment dramatiques qui vont influencer toutes les lettres. Hein, mais il y a une stabilité, oui. D'accord. Et si on veut faire un test, comment on fait? On va voir qui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont certifiés? Comment ça marche? Donc pour passer un test de QI, seuls les psychologues ou professions associées sont habilités à faire passer ce genre de test. Hein. Donc le matériel n'est pas à disposition pour tout le monde. Hein. Et ensuite, je dirais que la requête n'est pas toujours comprise aussi, même parmi les professionnels qui sont habilités à faire passer ce genre de test. Surtout pour les adultes. Je pense que c'est plus dans les mœurs de se demander si son enfant est HPI ou pas. Hein. Mais pour les adultes, c'est peut-être moins facilement compris. Donc, si on a envie de passer un test, ce qui n'est pas toujours évident aussi, donc c'est une démarche qui demande du courage, qui demande de faire face à ses peurs aussi, parce qu'on a toujours peur, on se dit oui, mais si c'est pas le cas, je me prends pour qui, etc. Et puis, quelle sera ma réponse, etc. Donc, si on arrive à dépasser tout ça et qu'on se décide de faire attention à avoir un contact avec la personne qu'on choisit déjà pour voir comment elle voit les choses, en fait. Est-ce que pour elle, quel est le sens de la démarche pour elle, etc. Pour être bien accompagnée pendant le test.
Surtout que pendant le test, parfois, s'il y a un enjeu fort, la personne va être très stressée. Et ça, bien sûr, ça peut venir biaiser les résultats, hein. Donc c'est important que la personne qui accompagne soit là aussi pour accueillir les émotions, qu'elle ait bien compris l'enjeu, qu'il y ait un entretien préalable, et surtout pour la personne qui va se faire tester, qu'elle se sente bien dans cette relation, hein, pour que ça ait du sens pour elle, hein.